La République en marche prend l'eau depuis l'annonce de Nathalie Loiseau comme tête de liste. Le parti présidentiel semble sur la mauvaise pente pour les élections européennes. Les sondages plaçant le Rassemblement national en tête s'enchaînent et le républicain François-Xavier Bellamy semble dans une dynamique favorable. Sale temps pour Orange, 10 ans après une importante vague de suicides de salariés, l'opérateur téléphonique et ses anciens dirigeants doivent répondre de harcèlement moral institutionnel, un procès qui ne devrait pas être tenu éloigné bien longtemps du contexte politique avec la crise sociale des Gilets jaunes. Alors que de nouvelles tensions agitent la Palestine et le Liban, les États-Unis déploient un porte-avions dans la région menaçant directement Téhéran, une manœuvre militaire en forme de provocation que nous explique le consultant international Richard Labévière. Madame, monsieur, bonsoir. Jeu de chamboule-tout pour les élections européennes. Dimanche, un nouveau sondage Ipsos plaçait le Rassemblement national en tête devant La République en marche. Une tendance qui avait déjà été relevée par 2 études d'opinion et ce, alors même que l'abstention s'envole. La République en marche à la peine. Depuis plusieurs semaines, les sondages indiquent une perte de vitesse pour le mouvement présidentiel au profit du Rassemblement national. Au moins 3 sondages donnent désormais la liste de Jordan Bardella en tête à 22% et plus, tandis que celle de Nathalie Loiseau décline. Il faut dire que l'annonce de la candidature de l'ancien ministre des Affaires européennes pour mener le mouvement présidentiel au Parlement européen n'a pas fait l'effet escompté. Amorphe dans les débats chahutés sur son passé politique, l'ancienne directrice de l'École nationale d'administration peine à convaincre. À sa décharge, la contestation face à la politique du président de la République ne l'aide pas. En effet, depuis la crise sociale des Gilets jaunes, le scrutin a revêtu des airs de référendum anti-Macron. Une aubaine pour le Rassemblement national présenté comme premier opposant au chef de l'État depuis la chute vertigineuse de Jean-Luc Mélenchon en dessous de la barre des 10% d'intention de vote. Une dégringolade que le trotskiste peine à endiguer. Conscient de l'impasse, les Insoumis ont d'ailleurs annoncé le lancement d'un nouveau laboratoire d'idées intitulé « Intérêt général » dans le but de reprendre du poil de la bête. Pas sûr que cela suffise. De son côté, Marine Le Pen, qui veut s'appuyer sur la fiabilité de sa jeune tête de liste Jordan Bardella, livre une campagne européenne pour s'afficher avec les futurs partenaires éventuels au sein du Parlement européen. La présidente du RN a d'ailleurs évoqué lors de son séjour en Bulgarie le chiffre de 80 à 90 députés sur 15 nationalités comme résultat de la prochaine élection. Une nette évolution par rapport à la situation actuelle où le groupe ENL, Europe des Nations et des Libertés, où siègent les eurodéputés du RN, est le plus petit groupe de l'hémicycle avec 36 élus et 8 nationalités différentes. Dans le même temps, le candidat Les Républicains, trop vite laissé sur le banc de touche par les commentateurs, grimpe petit à petit dans les sondages pour arriver presque à 15% dans plusieurs études. Un score qui le place sur la dernière marche du podium malgré une nette distance avec le duo de tête. François-Xavier Bellamy, que beaucoup ne connaissaient pas avant le début de la campagne, se montre relativement efficace. Son profil d'intellectuel le place souvent au-dessus des débats politiques et il fait volontairement le choix de mettre l'accent sur l'aspect civilisationnel, comme en témoigne son déplacement en Grèce pour invoquer les racines de l'Europe. Un aspect qu'il avait déjà mis en avant lors du débat en présentant l'Iliade d'Homère. Le candidat LR peut aussi compter sur un soutien visible du Figaro qui ne lésine pas sur les dossiers qui le concernent, lui ou sa famille politique, également celle de la famille Dassault, propriétaire du média. La remontada de Bellamy n'a toutefois pas échappé à ses concurrents. Les Républicains sont ainsi de plus en plus bousculés par leurs adversaires les moins éloignés du RN à DLF en passant par La République en marche. Au-delà des scores même des sondages, il faut donc principalement s'intéresser aux tendances, lesquelles pourraient facilement s'accentuer dans la dernière ligne droite, à plus forte raison que l'abstention s'annonce particulièrement importante, entre 58 et 62%. Dans ce cadre, les électeurs des 2 leaders, le Rassemblement national et La République en marche, apparaissent comme les plus captifs, avec respectivement 75 et 73% de leur électorat sûr de son choix. De manière globale toutefois, les indécis représentent une part très importante. En effet, tout électeur confondu, il serait environ 45% à ne pas être totalement ferme sur leur décision. Une décision d'autant plus difficile à prendre le 26 mai prochain puisqu'un nouveau record sera atteint avec pas moins de 33 listes déclarées.
Un procès hors norme dans un contexte social tendu 10 ans après la vague de suicides qui a secoué France Télécom. Le procès fleuve de 7 ex-dirigeants s'est ouvert ce lundi à Paris pour harcèlement moral. Un procès avec un écho tout particulier avec la crise des Gilets jaunes. Thibaut Bastide. France Télécom mis au banc. Ce lundi s'ouvrait pour près de 3 mois le procès de l'entreprise devenue Orange en 2013, ainsi que de 3 de ses anciens principaux dirigeants et 4 autres responsables accusés de complicité. Ils doivent répondre de harcèlement moral institutionnel devant le tribunal correctionnel de Paris. L'objet de ce procès fleuve, la politique de management de l'opérateur qui aurait poussé 31 personnes au suicide entre 2007 et 2010, dont 19 seraient passées à l'acte. À cela s'ajoutent 8 cas de dépression grave. L'État, qui a commencé à se désengager de l'entreprise dès 1996, est devenu minoritaire dans son capital à la naissance d'Orange. Le mastodonte, longtemps en situation de monopole, a dû faire face à la dérégulation du secteur des télécoms et à l'arrivée de nouveaux opérateurs comme SFR et plus tard Free, prêts à tout pour se tailler la part du lion dans ce marché pour le moins juteux. Cependant, si l'affaire a bouleversé le monde de l'entreprise, il n'en demeure pas moins qu'elle reste extrêmement marginal pour une entreprise qui compte plus de 100 000 salariés. Alors que la prévention et la reconnaissance de la souffrance au travail ont fait du chemin, plusieurs études montrent que les burn-out et dépressions qui découlent d'un surmenage lié à une politique de résultat de l'entreprise sont encore difficiles à faire reconnaître. Dans une étude parue en 2015, l'Agence nationale Santé publique France estimait à 480 000 le nombre de salariés touchés par des troubles psychosociaux. En 2016, il n'était que 10 000 à avoir été indemnisés par l'assurance maladie. Il faut dire que France Télécom, leader du marché, comptait aussi de nombreux avantages. Syndicats, comités d'entreprise ou encore temps de travail raccourci du fait de nombreuses semaines de vacances. Dans un pays où un agriculteur se suicide tous les 2 jours et où 28 policiers se sont déjà donné la mort depuis le début de l'année, soit un niveau hors norme, Orange n'apparaît pas de prime abord comme la société où l'activité engendre un stress particulièrement intense. Au-delà de ce point, le procès de France Télécom vient surtout s'inscrire dans un contexte de contestation sociale et en pleine crise des Gilets jaunes, qui revendiquent notamment de meilleures conditions de travail et une meilleure reconnaissance. Un contexte qui ne devrait pas faciliter les choses pour l'entreprise. Regain de tension entre Washington et Téhéran. Les États-Unis ont déployé un porte-avions et des bombardiers au Moyen-Orient pour parer à d'éventuelles attaques contre leurs intérêts ou celles de leurs alliés. Une escalade de provocation qui s'inscrit dans une démarche stratégique et électorale de Donald Trump. Olivier Frère-Jacques. Un message clair et indubitable, ce sont les mots du conseiller à la sécurité de la Maison-Blanche, John Bolton, à propos du déploiement d'un porte-avions et de bombardiers au Moyen-Orient. Un message clair, mais qui ne précise pourtant pas de quelle menace il est question. Depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, l'opposition systématique à l'Iran est de mise. Il y a un an déjà, le président américain avait rompu l'accord sur le nucléaire avec la nation perse, un accord qui visait à un apaisement des tensions régionales. Pour Richard Labévière, consultant international et spécialiste du Proche-Orient, cette manœuvre militaire en forme de provocation contre Téhéran est une manière pour Donald Trump de satisfaire son électorat, mais aussi ses alliés. Au départ de l'élection de Donald Trump, sur son électorat, il faut compter 25%, près du quart de son électorat évangéliste, c'est-à-dire en convergence avec l'idéologie sioniste et avec un électorat inconditionnellement soutien d'Israël. Donc à partir de l'élection de Donald Trump, vous avez une convergence anti-iranienne, rassemblant les États-Unis bien sûr, Israël et l'Arabie saoudite. Le 25 mai dernier 2018, le jour de l'élection présidentielle iranienne, ce même jour, Donald Trump était à Riyad pour parler devant 50 pays sunnites afin de dire qu'il fallait isoler l'Iran. Donc, depuis son élection, Donald Trump a élevé, si vous voulez, l'Iran au rang d'ennemi public numéro 1. À 1 an et demi de l'élection présidentielle américaine, difficile de ne pas voir dans ce regain de tension une tentative de Donald Trump de s'affirmer au niveau international et de flatter son électorat en rendant possible le scénario du pire, à savoir une guerre ouverte avec l'Iran. On peut considérer, et beaucoup d'observateurs de la région imaginent, que les États-Unis n'hésiteront pas à fomenter une guerre contre l'Iran, soit par Israël interposé, soit une guerre directe. Donc le positionnement d'un porte-avions, d'un groupe aéronaval au large des côtes de l'Iran est une façon
je dirais, de faire monter la pression et de mettre en œuvre ce processus, étant entendu que les Iraniens ont menacé de miner le détroit d'Ormuz, ce qu'ils peuvent faire très très facilement à partir de leur port sur le détroit d'Ormuz. Donc on est dans cette montée en puissance, dans cette escalade voulue par la Maison-Blanche et le département d'État et le Pentagone aux États-Unis, Donald Trump considérant qu'une guerre contre l'Iran pourrait participer à sa réélection. Problème pour la Maison-Blanche, l'adversaire sera coriace et l'Iran dispose de 15 sites nucléaires, d'un arsenal militaire garni et d'une armée entraînée. En cas d'escalade, c'est le voisin saoudien qui pourrait en faire directement les frais. Dans ce contexte, le regain de tension en Palestine et au Liban peuvent apparaître comme autant de signes inquiétants en vue d'un embrasement régional. Chaque fois qu'on a une escalade en direction de l'Iran, les États-Unis et Israël font monter la pression sur Gaza et sur le Liban. Et il est clair qu'on constate à la frontière sud du Liban aussi une augmentation des violations de l'espace aérien, de l'espace maritime libanais. Donc là aussi, la carte libanaise est toujours une éventualité avant de déclencher, je dirais, la mer des batailles sur l'Iran. Une montée en puissance des tensions régionales destinée à conforter l'alliance américano-israélienne. Trump ayant admis l'annexion du Golan par l'État hébreu et inscrit les passes d'Aran, corps d'élite de l'armée iranienne, dans la liste des organisations terroristes. La volonté de la Maison-Blanche est à l'intransigeance, une démarche belliqueuse qui s'inscrit dans une séquence d'échecs successifs des États-Unis dans leur tentative de déstabiliser des pays considérés comme ennemis. Les Américains sont coutumiers du fait, si vous voulez, ils jouent, et même depuis George Bush, y compris sous l'administration Obama, ils jouent des politiques de changement de régime. On l'a vu en mars 2011 en s'appuyant sur Sarkozy et Cameron en Libye, on l'a vu en Irak. Donc là, on le voit au Venezuela très clairement, là, l'option américaine est clairement échouée, puisque Maduro et l'armée vénézuélienne résistent. On le voit en direction de Cuba, où là, les Américains ont durci les sanctions à l'encontre de Cuba, malgré un réforme constitutionnelle important qui ouvre une ouverture du système cubain, sinon du pluripartisme. Donc, tant en direction du Venezuela que de Cuba et de l'Iran, les États-Unis sont engagés dans cette politique de changement de régime. Et vous avez raison de souligner que pour ce qui concerne le Venezuela, sinon Cuba, la Maison-Blanche s'est inscrite dans une logique d'échec. Et donc, il est clair que le dossier iranien peut occulter ces échecs latino-américains pour l'instant, dans la mesure où de toute façon Cuba tient le coup à l'habitude des sanctions américaines et le Venezuela, Maduro, conserve le soutien conditionnel de l'armée. Déstabiliser des États considérés comme ennemis pour garantir sa suprématie mondiale, la doctrine américaine n'a guère changé avec l'arrivée de Donald Trump, un temps considéré comme isolationniste. Reste que les succès internationaux se font de plus en plus rares pour l'oncle Sam, à considérer la victoire diplomatique russe en Syrie, le maintien du président Maduro au Venezuela et pourquoi pas demain un échec cuisant dans le dossier iranien. Et à présent, c'est le moment de passer à l'actualité en bref avec Thibaut Bastide. 2 Français probablement enlevés au Bénin. Ces 2 touristes ont disparu mercredi dernier alors qu'ils visitaient le parc national de Pandjari. Dimanche, leur guide local a été retrouvé mort, son corps criblé de balles et leur véhicule a été repéré de l'autre côté de la frontière burkinabé. Pour le moment, aucune revendication d'enlèvement ni de demande de rançon n'ont été rendues publiques. Sur le site du ministère des Affaires étrangères, le parc de Pandjari venait tout juste d'être déconseillé suite aux nombreuses incursions de groupes armés terroristes liés à Al-Qaïda ou à l'État islamique. Dress code obligatoire à la RATP. Mardi dernier, dans le 19e arrondissement de Paris, un chauffeur de bus a refusé l'accès au transport en commun de jeunes femmes en raison d'une jupe jugée trop courte. Dimanche, la RATP a annoncé avoir ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre du chauffeur qui pourra aller jusqu'à la révocation. Entendu par sa hiérarchie, le chauffeur n'a pas reconnu les faits mais avoue être l'auteur d'une faute de service. Son geste pourrait surtout s'expliquer par ses pratiques religieuses. La RATP a déjà été mise en cause à plusieurs reprises pour avoir employé des chauffeurs islamistes. Des associations de protection animale portent plainte pour cruauté envers des animaux. L214 et Eyes on Animals dénoncent le mauvais traitement infligé à des veaux lors de leur transport en mer dans un centre de transit près de Cherbourg. Des vidéos diffusées par les associations montrent des manipulations violentes du bétail et des employés qui tirent les veaux par les oreilles, leur assènent des coups de bâton. On peut même y voir un employé projeter un veau à terre avant de sauter dessus à pieds joints. Un homme a été placé en garde à vue et une enquête a été ouverte.
Accident mortel à Moscou, un avion de la compagnie russe Aeroflot en partance de l'aéroport moscovite et à destination de Mourmansk à l'extrême nord-ouest du pays a pris feu juste après son décollage et a dû se poser d'urgence à 2 reprises. Une quarantaine de passagers auraient perdu la vie parmi les 78 personnes à bord. L'appareil impliqué est un Superjet 100, le premier avion civil conçu dans la Russie post-soviétique. Un avion décrié que plusieurs compagnies refusent d'utiliser, évoquant des problèmes de fiabilité. Les autorités moscovites ont ouvert une enquête criminelle pour violation des règles de sécurité, alors que l'avion aurait été frappé par la foudre. Sport Illustrated fait la promotion du burkini et du hijab. Pour son numéro spécial maillot, le magazine américain a fait appel au mannequin somali-américain Halima Aden. Cette dernière a posé en une avec un hijab et un burkini, une première dans l'histoire du magazine. Halima Aden n'en est pas à son coup d'essai. Elle avait déjà défilé la tête couverte lors d'un concours pour Miss America en 2016 et posé voilée en une du Vogue britannique en 2018. En France, c'est le magazine L'équipe qui s'est fait remarquer en publiant une faisant l'apologie de l'homosexualité. Les joueurs du Paris Saint-Germain souhaitent un joyeux ramadan à tous les musulmans. Dans une vidéo postée sur le réseau social Twitter, les joueurs les plus emblématiques du club de la capitale, Kylian Mbappé, Neymar ou encore Thiago Silva, souhaitent le début du ramadan, le tout en arabe. Un coup de communication aux portées commerciales pour le Paris Saint-Germain qui veut s'exporter à l'international. Rappelons que le propriétaire du PSG n'est autre que l'émir du Qatar en personne. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour. Thomas Ferrier est fondateur du Parti des Européens. Il propose une révolution pour construire une nouvelle Europe politique unie. Pour moi, les acquis de l'Union européenne, c'est l'existence d'un Parlement européen qui peut servir de caisse de résonance pour un vrai discours européen demain, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est un drapeau, ce sont des symboles. C'est quand même l'idée qu'on a réussi à dépasser les clivages et les querelles du passé, notamment le cas franco-allemand. Donc ça, c'est un héritage que je trouve utile. Par contre, il y a évidemment énormément de choses dans l'Union européenne actuelle qu'il faut combattre, qu'il faut contester, qu'il faut changer. Ce soir, retrouvez également Politique Éco. Olivier Pichon reçoit le journaliste Pierre Jovanovic pour sa nouvelle revue de presse. Et puis tout de suite, la France de Campagnol de Christian Combaz, mais également Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. Je voudrais vous parler de ce qu'on appelle l'habitat modeste et vous montrer combien il affecte un grand nombre des Français, quel que soit le lieu où ils vivent, même dans les villes où les gens habitent souvent 16 ou 20 mètres carrés. Mais prenons 2 cas que j'ai eus sous les yeux récemment, celui du micro-pavillon de banlieue à 2 pièces avec un petit garage et un chauffage bricolé, et celui de la maison de village dans le sud-ouest, dont la surface est équivalente dans un hameau près de chez moi. Dans les 2 cas, les habitants sont des bacs -5 et jusqu'ici, c'est-à-dire jusqu'à la France de Mitterrand, ils avaient le droit de vivre, non seulement dans l'ignorance, mais dans la précarité. Ce que je voudrais vous montrer, c'est à quel point c'est plus le cas. Aujourd'hui, autrefois, ils alimentaient 4 lampes, un frigidaire, une machine à café avec un compteur de 6 kW. On leur dit aujourd'hui que c'est pas assez. Et si on fait irruption chez eux, il n'y a pas d'autre mot, c'est pour leur imposer un compteur soi-disant gratuit qu'ils auront en fait à payer à partir de 2020, après quoi le distributeur d'électricité va juger probablement à distance, comme ça, qu'il y a des anomalies sur l'installation électrique, et ils vont recevoir du papier bleu qui va les sommer de faire des travaux avant le 18 février. Et si on n'a pas les moyens, alors question unanime et réponse unanime, il y a des aides. Or, il y a une frange non négligeable de la population qui non seulement ne connaît pas ses droits, mais ne veut pas s'humilier à faire la queue pour obtenir des aides. Ces gens, autrefois, se contentaient très bien d'un monde où il n'y avait pas besoin d'aide et qu'ils avaient appris à se débrouiller avec les moyens du bord.
Ce dont on les prive en ce moment, c'est des moyens du bord, justement. D'autant que lorsqu'ils font la queue, ils reviennent en disant qu'on ne les y reprendra pas. Pourquoi? Parce qu'en 2h30 d'attente, en pure perte, ils ont eu le loisir d'observer leurs voisins et de s'apercevoir que ceux qui remplissent tous les papiers scrupuleusement pour obtenir les fameuses aides ne leur ressemblent pas. Que voulez-vous dire? Ce que j'ai dit. Les pauvres gens à qui on dit allez attendre chez le percepteur, à la préfecture, chez le maire, etc., s'aperçoivent de plus en plus que tout est fait pour une autre catégorie de Français, ou prétendus tels, qui attendent avec eux, qu'on appelle monsieur ou madame quand même, mais surtout parce qu'ils entendent se conformer à toutes les nouvelles normes, à condition qu'on les aide, justement. Et les anciens pauvres, eux, ont tendance à dire je vis très bien comme ça et j'entends continuer. Alors prenons le cas très commun des bouteilles de gaz, du gaz butane qu'on va acheter chez l'épicier du coin. Eh ben on peut prédire que tôt ou tard, ce dernier recours des gens contre le défaut de chauffage électrique, contre l'absence de cheminée, va disparaître au nom de la mise aux normes, de la sécurité, voire de l'antiterrorisme. Pourquoi? Ça mérite qu'on s'y arrête, en effet. La bouteille de gaz et son brûleur en céramique est à la fois le dernier recours des gens qui n'arrivent plus à payer leur chauffage et la pire des armes de destruction massive quand une poignée d'activistes décide d'en mettre 3 ou 4 dans une voiture incendiée parce que ça provoque un véritable orage de feu absolument monstrueux. Du coup, comme d'habitude, au lieu de laminer les terroristes dès le berceau, dès le moindre soupçon, dès le moindre discours suspect sur Internet, au lieu de traquer 1 millier d'activistes, on va aller punir les millions de pauvres qui se chauffent au gaz en bouteille en essayant de généraliser la plaque vitrocéramique dans les cuisines, en annonçant que les assureurs ne couvrent plus les risques liés au gaz bouteille. Le prix va donc monter, la disponibilité des bouteilles va devenir moindre et les villes vont finir par imposer aux campagnes, une fois de plus, un mode de fonctionnement qu'on appellera aux normes. Or, quand on y réfléchit, la seule norme que devrait avoir en tête un gouvernement devrait être que ces décisions tiennent compte de ce qui se fait avant de décréter ce qui doit se faire. La mise aux normes de l'habitat modeste est une bombe autrement puissante que 14 bouteilles de gaz reliées par un détonateur. C'est une bombe sociale. Les gens qui vivaient dans une relative quiétude malgré leur pauvreté sont désormais de plus en plus sommés d'essayer de ressembler à leurs voisins chez qui tout va bien, qui ont des volets propres et des enfants bien habillés. On les oblige à déclarer leurs revenus sur Internet, même s'ils n'ont pas de revenus et pas d'Internet. On les oblige à ne plus brûler de bûches en foyer ouvert, on leur interdit de ramasser du bois le long des chemins, on leur dit que le but à gaz c'est dangereux et c'est pas aux normes, on leur dit que leur voiture devra rester au garage. La seule ressource qui leur reste donc c'est d'enrayer la machine. Et dans l'histoire ça a souvent très bien marché. Je veux dire les cas de grippage. Même, surtout, si des puissances étrangères interviennent pour rétablir l'ordre en France, ce qui nous pend au nez, car la police ne tiendra pas le coup longtemps à force de samedi à répétition. Abonnez-vous, merci. La grogne sociale en France ne doit pas nous faire perdre de vue l'un des enjeux majeurs du scrutin du 26 mai prochain, à savoir l'immigration. Or, la campagne des européennes en France est pour l'instant particulièrement atone sur le sujet. Pourtant, la question est prioritaire. Selon un sondage Kantar Public, 50% des Européens estiment que l'immigration devrait être discutée en priorité dans la campagne. Et pour cause, ce sont les députés du Parlement européen qui définissent, mettent en œuvre et assurent le suivi des politiques migratoires et d'asile, adoptent directives et règlements sur le droit d'asile et le droit des migrants, et enfin votent les dépenses communautaires afférentes depuis des années. Or, l'Union européenne s'est dotée d'un corpus d'orientation sur le sujet, et cela depuis bien longtemps. Orientation bien contestable à l'évidence. En 2017, le commissaire européen à l'immigration nous expliquait doctement que l'immigration répondait, je cite, à un impératif moral, et je recite, « Nous ne pouvons pas, nous ne serons jamais capables d'arrêter les migrations ». Bigre de bougre, nous voilà prévenus. D'autant qu'il ne s'agit pas de considérer que l'Europe aux frontières grandes ouvertes est une fatalité, une espèce de futur inéluctable.
Réformer Schengen et rétablir les frontières intérieures, limiter les budgets européens qui encouragent sans fin l'immigration légale comme clandestine, agir sur l'aide au développement en Afrique, tout cela est évidemment possible. Mais parmi les candidats aux européennes, qui se soucie de défendre vraiment de telles positions de bon sens? Faisons un tour rapide des partis sur le sujet. Côté gauche, la France insoumise a fait de l'accueil des migrants l'un de ses 12 combats. Compte tenu des flots incessants qui nous attendent, c'est en effet un travail herculéen. Benoît Hamon, de son côté, veut lui aussi ouvrir tout grand les bras, notamment avec le principe d'un droit au travail dès le 3e mois de la demande d'asile. Allons-y gaiement. Glucksmann, quant à lui, rêve d'un droit d'asile européen dûment codifié. Côté ni gauche ni droite, il ne faut pas compter sur les Républicains pour faire preuve de davantage de réalisme sur le dossier. François-Xavier Bellamy s'emberlificote dans des déclarations sur la position de son parti, sur le pacte de Marrakech. Oui, mais non, en fait, c'est-à-dire on a voté, mais on ne soutient pas. Il montre par là combien sa formation et sa tête de liste ont tendance à souffrir d'un problème de dédoublement de personnalité. Le 12 avril 2019, Bellamy expliquait doctement sur BFM qu'au grand jamais les Républicains n'avaient soutenu le dit pacte. Sauf que les dits Républicains, le 18 avril 2018, 6 jours plus tard, votaient les yeux fermés pour la résolution 2642, saluant, je cite, « les progrès réalisés sur la voie du pacte mondial des Nations Unies pour des migrations sûres, ordonnées et régulières et du pacte mondial des Nations Unies sur les réfugiés ». Allez-y comprendre quelque chose. En fait, c'est assez simple. Pour les Républicains, faites ce que je dis parfois, pas ce que je fais souvent. En clair, plutôt Juncker-Corban. Maintenant, passons du côté de la macronitude. Avec une admirable constance depuis la campagne de 2017, la République en marche évite soigneusement de prendre à bras-le-corps le débat brûlant et difficile de l'immigration. Nous nous souvenons qu'avec une application notable, Manuchon était parvenu à ne pas employer une seule fois le mot qui fâche dans les 17 pages de son programme présidentiel. Rivalisant à la fois avec Glucksmann pour l'utopie et avec Bellamy pour le flou, pas toujours très artistique, il appelle aujourd'hui de ses vœux une renaissance européenne, péniblement incarnée par Nathalie Loiseau, sa tête de liste, qui a le charisme du glaçon. Il souhaite remettre à plat l'espace de Schengen, tout en cautionnant les déclarations les plus immigrationnistes émanant de Bruxelles. Est-il besoin de s'appesantir encore sur les dégâts dus en même temps ? Depuis son arrivée au pouvoir, les chiffres de l'immigration légale comme clandestine n'ont cessé d'augmenter et même d'exploser. Finissons ce tour d'horizon par les souverainistes. Dans ce brouillard général, ceux-ci restent constants dans leur discours, un discours fait de juste alarme et de volonté politique de mettre un terme à la folie migratoire. Nous savons bien sûr que les souverainistes sont plusieurs partis dont le principal est le Rassemblement national, mais il y a aussi Dupont-Aignan, Asselineau et quelques autres. Et en réalité, ces souverainistes ne sont pas les seuls à penser ainsi. Le chemin est déjà ouvert dans d'autres pays européens, comme en Pologne, en Italie ou en Hongrie par exemple. Puissions-nous suivre leur voie avec confiance, il y va tout simplement de l'avenir de notre pays. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.